Ma sœur m'a désinvité de son anniversaire, mon mari est président-directeur général. Toi, tu as un quelconque poste au gouvernement. 3 mois plus tard, son entreprise faisait face à une affaire de brevet de 300 millions d'euros devant le tribunal judiciaire. L'huissier de justice a annoncé « la cour ». Levez-vous pour la juge Amélie Durand. Son avocat a murmuré quelque chose. Le mari de ma sœur est devenu blême. L'email est arrivé le 8 septembre à 11h23, juste au moment où je passais en revue les mémoires d'une affaire de délit d'initié prévue pour la semaine suivante. 2. Juliette Durand objet, mise à jour fête d'anniversaire Amélie, je dois te parler de la fête d'anniversaire du 15 octobre. Michel et moi avons discuté de la liste des invités, et nous pensons qu'il serait préférable que tu ne viennes pas. Ses partenaires commerciaux seront présents, ainsi que plusieurs membres du conseil d'administration de Technovision. Ce sont des relations extrêmement importantes pour sa carrière. Tu travailles pour le gouvernement à un certain poste juridique, ce qui est très bien, mais ce n'est tout simplement pas le même niveau que ce que fait Michel. Je ne veux pas de conversation gênante sur les disparités de carrière. Tu comprends, n'est-ce pas? On déjeunera ensemble bientôt, juste toutes les deux. Je t'aime. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai posé mon téléphone sur le bureau en acajou de mon cabinet au tribunal judiciaire de Paris. Par ma fenêtre, je pouvais voir la silhouette de Paris, le pont de Bir Hakeim s'étendant sur la Seine. Ma sœur Juliette, de 3 ans ma cadette, avait épousé Michel Dubois il y a 2 ans. Il était le président-directeur général de Technovision Solutions, une société de logiciels de taille moyenne récemment introduite en bourse. L'introduction en bourse avait rendu Michel riche pas au point d'être milliardaire, mais suffisamment à l'aise pour que Juliette quitte son poste en marketing et passe désormais ses journées à organiser des galas de charité et à redécorer leur hôtel particulier avenue Foch. Je n'avais pas dit à Juliette que j'étais juge. Sans le cacher délibérément. Je l'avais mentionné lors de ma nomination il y a 4 ans. Elle avait dit, « Oh, une juge comme au tribunal de police ?» J'avais répondu, « Tribunal judiciaire ». Et elle avait hoché la tête vaguement avant de changer de sujet pour parler de son nouveau petit ami. Ma famille n'avait jamais vraiment compris ce que je faisais, la faculté de droit à Assas, mon stage d'assistante juridique pour un juge de la Cour d'appel de Paris, 8 ans en tant que substitute du procureur, et ma nomination au siège à 36 ans. Pour eux, c'était juste un travail dans la fonction publique, rien d'aussi impressionnant que le mari de Juliette qui dirigeait une entreprise. Mon assistant juridique, Thomas, a frappé et est entré avec une pile de nouveaux dossiers. Madame la juge Durand, nous venons de recevoir les attributions d'affaires pour le mois prochain. Vous héritez de la grosse affaire de brevet Technovision. Technovision? Oui, la société de logiciels. Ils sont poursuivis par Neurodynamics pour contrefaçon de brevet. 300 millions d'euros de dommages-intérêts réclamés. Ça va être énorme. Beaucoup d'attention médiatique, des questions techniques complexes. Il a posé le dossier sur mon bureau. Le président-directeur général est personnellement nommé comme défendeur avec la société. Michel Dubois. Il est dit ici qu'il a été directement impliqué dans les décisions de développement qui auraient enfreint les brevets. Mon estomac s'est noué. Michel Dubois? Vous le connaissez? Il est marié à ma sœur. Les yeux de Thomas se sont écarquillés. Oh. C'est devez-vous vous déporter? J'ai ouvert le dossier, parcourant les détails de l'affaire. Technovision Solutions aurait copié des algorithmes propriétaires d'un concurrent, Neurodynamics, et les aurait incorporés dans son produit phare. Le plaignant demandait 300 millions d'euros de dommages-intérêts ainsi qu'une injonction qui pourrait mettre fin à la principale source de revenus de Technovision. Michel était nommé personnellement parce qu'il aurait ordonné à ses ingénieurs d'étudier le code de Neurodynamics après l'échec d'une négociation de fusion. Si le plaignant pouvait prouver une contrefaçon délibérée, les dommages-intérêts pourraient tripler. Je vais examiner les règles de déport, ai-je dit. Mais être lié par alliance à un défendeur n'exige pas automatiquement un déport si je peux être impartial. Et je peux l'être. Vous en êtes sûr? Ce sera une affaire très médiatisée. J'en suis sûr. J'ai fermé le dossier. Planifiez une conférence dans mon cabinet pour la semaine prochaine. Je veux que les 2 équipes juridiques soient présentes pour discuter du calendrier du procès. Après le départ de Thomas, je suis resté assise avec le dossier, pensant à l'email de Juliette. Tu travailles pour le gouvernement à un certain poste juridique. J'étais une juge au tribunal judiciaire de Paris.
J'avais une nomination à vie. Je présidais des affaires impliquant des centaines de millions d'euros, des questions constitutionnelles et des sujets d'importance nationale. L'année précédente, j'avais traité une action de groupe contre une société pharmaceutique, une affaire de droit de la concurrence contre une grande entreprise technologique et des poursuites complexes pour fraude boursière. Et ma sœur pensait que j'avais un quelconque poste dans la fonction publique. J'ai pris mon téléphone et tapé une réponse à l'email de Juliette. Je comprends. Profitez bien de votre fête. Je ne lui ai pas parlé de l'affaire. Elle l'apprendrait bien assez tôt. Les 3 semaines suivantes ont été consacrées à d'autres procès et requêtes. J'ai condamné un accusé dans une affaire de délinquance en col blanc, statué sur des requêtes en référé dans 2 affaires civiles et présidé la sélection du jury dans un litige de marque. Le 29 septembre, les équipes juridiques de Technovision sont arrivées pour la conférence au cabinet. J'avais examiné toutes les plaidoiries. L'affaire était solide des 2 côtés. De bons arguments sur la validité du brevet, l'interprétation des revendications et la question de savoir si le code de Technovision constituait réellement une contrefaçon. Le procès aurait lieu, aucun accord à l'amiable n'était probable, étant donné les enjeux. L'équipe du plaignant est arrivée la première, 3 avocats de Moreau et Huet, l'un des cabinets d'avocats d'élite de Paris. Puis, l'équipe de la défense de Technovision de Chevalier et Robert, tout aussi prestigieuse, et Michel Dubois. Il est entré dans mon cabinet dans un costume coûteux, ayant toute l'apparence du président-directeur général à succès, confiant, impeccable, habitué à être la personne la plus importante dans la pièce. Il ne m'a pas reconnu au début. Pourquoi l'aurait-il fait? Il m'avait rencontré exactement 4 fois, à sa fête de fiançailles avec Juliette, au mariage et à 2 dîners de famille. Lors de ces 4 événements, il avait été poli mais distant, clairement plus intéressé à réseauter avec les amis de mes parents qu'à parler à la sœur de sa femme qui avait un quelconque poste dans la fonction publique. Je me suis assise derrière mon bureau, en robe. Bonjour, mesdames et messieurs les avocats. Monsieur Dubois, veuillez vous asseoir. L'avocat principal de Michel, Gérard Chevalier, a parlé le premier. Madame la juge, merci de nous accorder votre temps. Nous voulions discuter du calendrier du procès et des éventuelles exceptions de procédure, il s'est arrêté parce que Michel avait émis un petit son étranglé. Monsieur Dubois, ai-je dit, tout va bien? Il me fixait, me regardant vraiment pour la première fois la plaque nominative sur mon bureau, juge Amélie Durand, ma robe, le drapeau tricolore derrière moi. Vous êtes, il a commencé, puis s'est arrêté. Juge Durand. Amélie Durand. Oui. Vous êtes la sœur de Juliette. C'est exact. Son visage avait pâli. Gérard Chevalier nous regardait, confus. Madame la juge, y a-t-il un conflit d'intérêts dont nous devrions être informés? Monsieur Dubois est marié à ma sœur, ai-je dit calmement. J'ai examiné les règles de déport. Mon lien de parenté avec Monsieur Dubois est par alliance, et non par le sang. Je n'ai aucun intérêt financier dans l'issue de cette affaire. Je peux présider de manière impartiale. Cependant, si l'une ou l'autre des parties souhaite déposer une requête en déport, vous êtes libre de le faire. L'avocate du plaignant, Sandrine Moreau, a pris la parole. Madame la juge, le plaignant n'a aucune objection à ce que vous présidiez. Nous avons confiance en votre impartialité. Gérard a regardé Michel, qui me fixait toujours comme si j'étais apparu d'une autre dimension. Monsieur Dubois, avez-vous des inquiétudes quant à la capacité de la juge Durand à être équitable? Michel a dégluti difficilement. Non. Aucune inquiétude. Alors nous continuerons, ai-je dit. Le procès est fixé au 5 décembre. Cela vous laisse 2 mois pour la phase finale de communication des pièces et les requêtes. Je veux que toutes les requêtes préalables au procès soient déposées avant le 1er novembre. Les conclusions sont attendues pour le 15 novembre. Des questions? Nous avons passé les 40 minutes suivantes à discuter de détails techniques, de témoins experts, de listes de pièces à conviction et de la durée estimée du procès. Michel n'a rien dit. Il est juste resté assis, l'air de plus en plus mal à l'aise alors que je gérais efficacement la conférence, fixais des délais stricts et indiquais clairement que ce procès se déroulerait selon mon calendrier, et non celui de quelqu'un d'autre. Lorsque la conférence s'est terminée, Gérard et son équipe sont sortis. Michel a hésité à la porte. Juge Durand, pourrais-je avoir un moment? Les avocats du plaignant étaient déjà partis. J'ai fait un signe de tête à Thomas,
qui a fermé la porte, nous laissant seuls, Michel et moi. Je ne savais pas, a dit Michel. Juliette ne m'a jamais dit que vous étiez juge. M'avez-vous déjà demandé ce que je faisais? Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. J'ai supposé que vous étiez avocate, une juriste dans l'administration, ou quelque chose comme ça. J'ai été substitute du procureur pendant 8 ans. Puis j'ai été nommée au siège. Juliette a dit que vous travailliez pour l'État. Elle l'a fait sonner comme si, il s'est interrompu. Comme si ce n'était pas important, ai-je terminé. Comme si ce n'était pas au même niveau que de diriger une entreprise technologique. Son visage a rougi. Je n'ai jamais dit ça. Non, mais vous le pensiez. Vous le pensiez tous les deux. C'est pour ça que je n'ai pas été invité à votre fête d'anniversaire. Trop gênant d'avoir la sœur qui a moins réussi près de vos importants partenaires commerciaux. Ce n'est pas, il s'est arrêté. Écoutez, je suis désolé pour la fête. Juliette a dit que vous seriez mal à l'aise avec le milieu des affaires. J'ai accepté parce que je ne pensais pas que ça avait tant d'importance. Ça n'en avait pas, ai-je convenu. Et cette affaire n'en aura pas non plus, en ce qui concerne notre relation personnelle. Dans cette salle d'audience, vous êtes un défendeur dans une affaire de contrefaçon de brevets de 300 millions d'euros. Je suis la juge qui veillera à ce que vous ayez un procès équitable. C'est tout. Il est resté là, luttant avec quelque chose. Finalement, pouvez-vous vraiment être impartial? Juliette est votre sœur. Monsieur Dubois, j'ai présidé des affaires impliquant des entreprises dont je possédais des actions, je me suis simplement déporté de ces affaires spécifiques. J'ai traité des affaires impliquant des avocats avec qui j'étais à la faculté de droit. J'ai condamné des accusés pour les familles desquelles j'éprouvais de la sympathie. Être impartial ne signifie pas n'avoir aucun lien humain. Cela signifie mettre de côté ces liens pour appliquer la loi équitablement. Je me suis légèrement penché en avant. Et je vous promets que je suis très bonne dans mon travail. Il est parti sans un mot de plus. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Amélie, c'est quoi ce bordel? Bonjour à toi aussi, Juliette. Michel vient de me dire que tu es la juge dans son énorme affaire qui pourrait détruire l'entreprise. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Quand te l'aurais-je dit? Avant ou après que tu m'aies des invités de ta fête d'anniversaire? Silence. Puis, ce n'est pas juste. Vraiment? Tu as très clairement indiqué que mon poste dans la fonction publique n'était pas assez impressionnant pour être en présence des associés de Michel. Maintenant, tu es contrarié que mon poste dans la fonction publique implique de présider son affaire. Tu es juge. Tu n'as jamais dit que tu étais juge. Juliette, je te l'ai dit quand j'ai été nommé il y a 4 ans. Tu as demandé si c'était comme au tribunal de police. J'ai dit, tribunal judiciaire. Tu as répondu, c'est bien, et tu as demandé si je sortais avec quelqu'un. Nouveau silence. Tu ne parles jamais de ton travail, a-t-elle finalement dit. Tu ne le fais jamais paraître important. Parce qu'à chaque fois que j'essaie, tu changes de sujet. Quand je t'ai parlé de l'action de groupe pharmaceutique que j'ai traitée, tu m'as interrompu pour parler de la rénovation de ta cuisine. Quand j'ai mentionné avoir été auditionné au Parlement sur la réforme des peines, tu m'as demandé si j'avais rencontré des célébrités. Je ne savais pas que c'était si important. Il ne s'agit pas que ce soit important. Il s'agit du fait que tu n'as jamais été assez intéressé pour découvrir ce que je fais réellement. J'ai soupiré. Écoute, l'affaire sera traitée équitablement. Michel aura le même procès que n'importe qui d'autre dans ma salle d'audience. Ni plus, ni moins. Ne peux-tu pas simplement, je ne sais pas, te déporter? Obtenir un autre juge? Je pourrais, mais je ne le ferai pas. Il n'y a aucune base légale pour un déport. Et je ne vais pas me retirer d'une affaire qui m'a été assignée juste parce que c'est gênant pour toi. Ça pourrait détruire l'entreprise de Michel. Tu comprends ça? S'il perd, Technovision pourrait faire faillite. Nous pourrions tout perdre. Alors ces avocats devraient construire une défense solide. C'est ainsi que fonctionne le système judiciaire. Tu te délectes de ça, a-t-elle dit amèrement. Tu te délectes d'avoir du pouvoir sur nous. Ça m'a blessé. Je ne me délecte de rien. Je fais mon travail. Si tu ne peux pas comprendre la différence, c'est ton problème, pas le mien. Elle a raccroché.
Je suis restée assise dans mon appartement, regardant les lumières de la ville, me demandant si j'aurais dû me déporter. Pas parce que je ne pouvais pas être impartial, je savais que je le pouvais, mais parce que cela allait détruire le peu de relations qu'il me restait avec ma sœur. Mais ensuite, j'ai pensé à la loi, à la justice, au serment que j'avais prêté d'appliquer la loi équitablement, sans faveur ni préjugé. Aux centaines de défendeurs et de plaignants qui comparaissaient dans ma salle d'audience, confiants d'être traités équitablement, quelle que soit leur relation ou leur absence de relation. Je ne pouvais pas me déporter juste pour mettre ma famille à l'aise. Ce serait sa propre forme de partialité. Les 6 semaines suivantes furent un tourbillon de requêtes préalables au procès. Technovision a déposé une requête en irrecevabilité, arguant que les brevets étaient invalides. Je l'ai rejetée, c'était une question pour le jury. Le plaignant a déposé des requêtes pour écarter certains témoignages d'experts. J'en ai accordé 2, rejeté 3. Chaque dépôt, chaque requête, chaque ordonnance que je rendais était scrutée. La presse spécialisée en technologie couvrait l'affaire de manière intensive. Les blogs juridiques analysaient mes décisions, cherchant le moindre soupçon de partialité. Ils n'en ont trouvé aucun. J'étais scrupuleusement juste, appliquant la loi comme je le ferais dans n'importe quelle affaire. Michel a comparu à plusieurs audiences, toujours professionnelles, ne reconnaissant jamais notre lien personnel devant les autres. Mais je pouvais voir le stress sur lui. Cette affaire était existentielle pour Technovision. Si le jury concluait à une contrefaçon délibérée, les dommages-intérêts triplés pourraient approcher le milliard d'euros. L'entreprise s'effondrerait. Juliette a complètement cessé de me parler. Elle a bloqué mon numéro. Nos parents ont appelé, confus, demandant ce qui se passait. J'ai expliqué la situation. Papa a pris mon parti. Tu dois faire ton travail, ma chérie. Maman a pris celui de Juliette. Ne peux-tu pas simplement donner l'affaire à quelqu'un d'autre, pour l'harmonie familiale? Il n'y avait pas d'harmonie familiale à préserver. Il n'y en avait jamais vraiment eu, juste l'illusion que nous étions proches parce que nous partagions de l'ADN et des dîners de fête. Le 20 novembre, 2 semaines avant le procès, Gérard Chevalier a demandé une conférence d'urgence au cabinet. Les 2 équipes juridiques se sont entassées dans mon bureau. Madame la juge, a dit Gérard, le plaignant a fait une offre de règlement, 160 millions d'euros plus un accord de licence. Mon client l'envisage, mais le conseil d'administration veut des certitudes sur le calendrier du procès et les résultats potentiels avant de prendre une décision. Sandrine Moreau a hoché la tête. Nous sommes prêts à un accord pour éviter l'incertitude d'un procès. Mais si Monsieur Dubois rejette cette offre et perd au procès, nous demanderons les dommages-intérêts maximaux, y compris pour contrefaçon délibérée. J'ai regardé Michel. Il était assis, raide, la mâchoire serrée. C'était le moment. Accepter le règlement et sauver l'entreprise, mais admettre une faute, ou aller au procès et tout risquer. Monsieur Dubois, ai-je dit, c'est votre décision, pas la mienne. Mais vous devez savoir que les procès sont imprévisibles. Les jurys sont imprévisibles. Vous pourriez gagner complètement. Vous pourriez perdre catastrophiquement. Un accord vous donne une certitude. Madame la juge, a-t-il dit prudemment, pensez-vous que nous avons commis une contrefaçon? Ce que je pense n'a aucune pertinence. Le jury décidera sur la base des preuves. Mais si vous deviez deviner? Je ne devine pas, Monsieur Dubois. J'évalue les preuves et j'applique la loi. C'est ce que fera le jury. J'ai fait une pause. Mais je dirais ceci, le plaignant a des preuves solides. Vos ingénieurs ont accédé à leur code. Votre produit contient des algorithmes similaires. La question de savoir si cela constitue une contrefaçon de brevet est une question serrée. Une question très serrée. Gérard et Michel ont échangé un regard. Nous devons en discuter, a dit Gérard. Vous avez jusqu'au 1er décembre pour accepter le règlement. Après cela, nous irons au procès. Je me suis levé. Autre chose? Ils sont sortis. Michel a été le dernier à partir. À la porte, il s'est retourné. Si c'était votre entreprise, accepteriez-vous le règlement? J'aurais dû refuser de répondre. C'était inapproprié. Mais quelque chose dans son visage, la peur, le désespoir m'a rendu humaine un instant au lieu de n'être qu'une juge. Si c'était mon entreprise, j'examinerais les preuves objectivement et je me poserais une question, suis-je suffisamment certain de la victoire pour tout risquer?
Parce que c'est ce que vous faites, tout risquer. J'ai fait une pause. Mais vous seul pouvez répondre si le risque en vaut la peine. Il a hoché la tête et est parti. Le 28 novembre, Technovision a accepté le règlement, 160 millions d'euros, plus un accord de licence qui leur coûterait 18 millions d'euros supplémentaires sur 5 ans. Cela nuirait aux finances de l'entreprise, nécessiterait des licenciements et ferait chuter le cours de l'action, mais elle survivrait. Le règlement nécessitait l'approbation du tribunal. J'ai tenu une audience le 1er décembre pour examiner les termes et m'assurer qu'ils étaient justes et raisonnables. Michel a comparu avec son équipe juridique. Il avait l'air épuisé, avec des cernes sous les yeux, son costume semblant un peu plus ample qu'il y a 2 mois. J'ai examiné l'accord de règlement ligne par ligne. C'était juste. Les 2 parties faisaient des concessions importantes. Le plaignant renonçait à la possibilité de dommages-intérêts triplés. Technovision n'admettait aucune faute, mais payait une somme substantielle. Monsieur Dubois, ai-je dit, concluez-vous cet accord librement et volontairement, en comprenant tous ces termes? Oui, madame la juge. Comprenez-vous qu'en acceptant cet accord, vous renoncez à votre droit de faire déterminer les faits de cette affaire par un jury? Je comprends. Très bien. Le règlement est approuvé. J'ai signé l'ordonnance. Cette affaire est classée. La séance est levée. Les avocats ont rangé leur dossier. Michel s'est levé lentement, me regardant. Merci, madame la juge, a-t-il dit doucement. Je n'ai rien fait d'autre qu'approuver un règlement équitable. C'est vous et le plaignant qui avez pris la décision. Néanmoins, merci. Il est parti. Je pensais que ce serait la fin. Affaire classée. Drame familial terminé. Chacun reprenant le cours de sa vie. Puis, le 10 décembre, Juliette s'est présentée au palais de justice. Elle ne m'avait jamais rendu visite au travail auparavant, ne savait même pas où se trouvait mon cabinet. Mon assistante, Marguerite, m'a appelé. Juge Durand, votre sœur est ici. Elle dit que c'est urgent. Je l'ai fait monter. Juliette avait l'air différente, plus mince, fatiguée. Ses vêtements coûteux semblaient être des costumes qu'elle portait, et non le reflet de qui elle était réellement. Je suis désolée, a-t-elle dit dès qu'elle est entrée dans mon cabinet. Je suis tellement désolée, Amélie. Je lui ai fait signe de s'asseoir. Pourquoi, spécifiquement? Pour ne pas t'avoir vu. Pour ne pas avoir compris ce que tu fais. Pour avoir pensé que le travail de Michel était plus important que le tien. Pour tout. Elle a tordu ses mains. Le règlement nous détruit financièrement. Michel pourrait perdre son emploi, le conseil d'administration parle de le remplacer. Et tout ce à quoi je peux penser, c'est comment je t'ai dit de ne pas venir à notre fête d'anniversaire parce que ton poste dans la fonction publique n'était pas assez impressionnant. Juliette, laisse-moi finir. S'il te plaît. Elle a pris une respiration tremblante. Je t'ai observé dans cette salle d'audience pendant l'audience de règlement. Tu étais si imposante, si confiante. Tu connaissais chaque détail de l'affaire, chaque norme juridique, chaque précédent. Les avocats de Michel, qui facturent 1100 € de l'heure, s'en remettaient à ton jugement. Et j'ai réalisé je n'avais aucune idée de qui tu étais. Ma propre sœur, et je ne te connaissais pas. Je n'ai rien dit, j'ai juste attendu. J'ai appelé maman après le règlement. J'étais en colère. J'ai dit que tu aurais pu nous aider, que tu aurais pu statuer différemment, que tu aurais pu faire quelque chose. Et elle a dit, Juliette, ta sœur est l'une des juges les plus respectées de France. Elle ne peut compromettre son intégrité pour personne, même pas pour sa famille. C'est qui elle est. C'est qui elle a toujours été. Juliette a essuyé ses yeux. Et j'ai réalisé que maman te connaît mieux que moi. Maman, à qui tu parles à peine. Elle sait ce que tu fais, c'est ce que tu as accompli, c'est qui tu es. Et moi non. Tu n'as jamais demandé, ai-je dit simplement. Je sais. J'étais tellement absorbé par ma propre vie, par le succès de Michel, par le fait d'être la femme d'un président-directeur général. Je voulais être importante par association parce que je ne pensais pas être importante par moi-même. Et toi tu étais réellement importante, tu faisais un travail qui comptait vraiment, et je ne pouvais même pas le voir. Nous sommes restés assis en silence pendant un long moment. Le règlement était la bonne décision, ai-je dit finalement.
Si vous étiez allé au procès, vous auriez pu tout perdre. De cette façon, Technovision survit. Michel garde son emploi, du moins pour l'instant. Vous reconstruisez. Je sais. Son avocat a dit que tu lui avais donné de bons conseils, que le fait de lui demander s'il était assez certain pour tout risquer l'avait fait vraiment réfléchir à la solidité de son dossier. Elle m'a regardé. Tu l'as aidé, même après que nous t'ayons exclu, méprisé, traité comme si tu n'avais pas d'importance. Je l'ai aidé parce que c'était la bonne chose à faire, et parce que malgré tout, c'est ton mari. Je ne veux pas te voir souffrir. Tu devrais. J'ai été horrible avec toi. Tu l'as été, ai-je convenu. Mais tu es toujours ma sœur. Juliette s'est alors mise à pleurer, pas des larmes délicates, mais de profonds sanglots déchirants. Je ne mérite pas le pardon. Je ne te mérite pas. Probablement pas, ai-je dit avec un petit sourire. Mais tu obtiens les deux quand même. Éventuellement. Éventuellement? Ça ne se répare pas du jour au lendemain, Juliette. Tu as passé des années à ne pas me voir. J'ai passé des années à me sentir invisible pour ma propre famille. Nous pouvons reconstruire, mais ça prend du temps et du travail. Du vrai travail. Je le ferai. Quoi qu'il en coûte. Elle a essuyé son visage. Puis-je commencer par te poser des questions sur ton travail? En demandant vraiment, en écoutant vraiment. Alors, je lui ai parlé de la faculté de droit, de la poursuite des criminels en col blanc en tant que substitut du procureur, des affaires qui m'avaient mis au défi et m'avaient changé. De ce que cela signifiait d'être nommé au siège à 36 ans, l'une des plus jeunes juges du tribunal. De la responsabilité de siéger en jugement, de tenir le destin des gens entre mes mains, d'essayer d'être juste dans un système imparfait. Elle a écouté, vraiment écouté, a posé des questions, a voulu comprendre. Quand j'ai fini, elle a dit, « Tu es une sacrée pointure. » J'ai ri. Je suis une juge. Nous ne sommes pas censés être des pointures. Eh bien, tu le es. Et je suis désolé de ne l'avoir jamais su. Au cours des 6 mois suivants, Juliette et moi avons reconstruit notre relation. Lentement, elle est venue à mon cabinet une fois par mois pour le déjeuner. Elle a assisté à une audience publique où je présidais une affaire environnementale très médiatisée, assise dans la galerie et me regardant travailler. Elle a lu des articles sur mes affaires, a posé des questions réfléchies et a essayé de comprendre le raisonnement juridique. Michel a eu du mal. Le règlement avait nui à la réputation de Technovision. Le cours de l'action a chuté. En mars, le conseil d'administration l'a forcé à démissionner de son poste de président-directeur général. Il a pris un poste de directeur des opérations dans une plus petite entreprise, une rétrogradation significative. Ce fut une leçon d'humilité pour eux deux. L'hôtel particulier avenue Foch a été mis en vente. Les voitures de luxe ont été vendues. Juliette a trouvé un vrai emploi dans le marketing pour une organisation à but non lucratif. Ils ont réduit leur train de vie, et d'une certaine manière, cela a fait d'eux de meilleures personnes. En avril, ils m'ont invité à dîner dans leur nouvel appartement, plus petit, dans le Marais. Merci, a dit Michel en mangeant des pâtes que Juliette avait cuisinées elle-même, d'avoir traité l'affaire équitablement, de m'avoir donné de bons conseils, de ne pas nous avoir tenu rigueur de notre ignorance. Je ne faisais que mon travail. Vous faisiez plus que ça. Vous avez été une meilleure personne que ce que nous méritions. Il a posé sa fourchette. J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé, à la façon dont j'ai méprisé votre carrière, dont je n'ai jamais pris la peine d'apprendre ce que vous faisiez réellement. C'était arrogant, et c'était sexiste. Je n'aurais pas fait ces suppositions à propos d'un beau-frère qui serait juge. Mais une belle-sœur, j'ai juste supposé que ce n'était pas si important. Probablement, ai-je convenu. J'y travaille. Juliette m'aide à voir mes angles morts, et il y en a beaucoup. Juliette a pris ma main par-dessus la table. Nous y travaillons tous les deux. À être meilleurs. À voir les gens clairement au lieu de faire des suppositions. C'est tout ce que l'on peut faire, ai-je dit. Nous avons parlé tard dans la nuit de leur nouvelle vie, de mes affaires en cours, celles dont je pouvais discuter, et de leurs projets pour l'avenir. C'était différent d'avant, construit sur une connaissance réelle l'un de l'autre plutôt que sur des amabilités superficielles. Au moment de partir, Juliette m'a serré fort dans ses bras. « Je suis fière de toi », a-t-elle murmuré. J'aurais dû le dire il y a des années,
mais je le dis maintenant. Je suis si fier de qui tu es et de ce que tu fais. Merci, ai-je dit. Ça compte beaucoup. En rentrant chez moi, j'ai pensé à la justice. Dans la salle d'audience, la justice signifiait appliquer la loi équitablement, sans partialité, en donnant à chacun une chance égale d'être entendu. Dans la vie, la justice était plus compliquée. Cela signifiait être vu pour qui l'on était vraiment. Cela signifiait voir ses accomplissements reconnus, et non méprisés. Cela signifiait être valorisé non pas malgré ses choix, mais à cause d'eux. Pendant des années, je n'avais pas eu ça avec ma famille. J'avais eu le respect professionnel, la reconnaissance publique, l'estime de mes collègues mais pas la validation familiale. Maintenant, peut-être que j'obtenais les deux. 1 an plus tard, j'ai présidé une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française pour 50 nouveaux citoyens. C'était l'une de mes fonctions judiciaires préférées, accueillir des gens qui avaient travaillé si dur pour faire partie de ce pays. Juliette et Michel y ont assisté, assis dans la galerie publique. Après, ils ont attendu pendant que je félicitais chaque nouveau citoyen. C'était magnifique, a dit Juliette quand je les ai enfin rejoints. Te voir là-haut, lire les décrets, accueillir ces gens. J'ai pleuré. C'est une cérémonie assez émouvante. C'est vrai, mais j'ai aussi pleuré parce que j'étais fier et parce que j'aurais aimé te voir faire ça il y a des années. J'aurais aimé prêter attention à ta vie plus tôt. Michel a hoché la tête. Nous avons manqué beaucoup de choses. Mais nous sommes là maintenant. Vous êtes là, ai-je convenu. Nous sommes allés déjeuner dans un restaurant près du palais de justice. En traversant le quartier des affaires, des gens m'ont reconnu. Un avocat m'a salué respectueusement. Une étudiante en droit a pris son courage à 2 mains pour se présenter et poser des questions sur les opportunités de stage. Un prévenu que j'avais condamné à des travaux d'intérêt général au lieu de la prison s'est arrêté pour me remercier de lui avoir donné une seconde chance. Juliette a observé tout cela avec émerveillement. Les gens te respectent. Te respectent vraiment. Certaines personnes. D'autres pensent que je suis trop clémente ou trop sévère. On ne peut pas plaire à tout le monde dans ce métier. Mais tu essaies d'être juste? Toujours. Au déjeuner, Michel m'a interrogé sur une affaire qui avait fait l'actualité, un important procès pour abus de position dominante que je traitais. J'ai expliqué les questions juridiques, les arguments des deux parties, la difficulté de trouver un équilibre entre l'innovation et les pratiques monopolistiques. Comment décides-tu? A-t-il demandé. Quand les deux parties ont de bons arguments, comment choisis-tu? J'applique la loi au mieux de ma compréhension. Je suis la jurisprudence. J'examine les faits attentivement. Et je prends la décision que je pense être la plus conforme à la justice et à la loi. J'ai fait une pause. Et parfois, je me trompe. C'est pour ça que nous avons des cours d'appel. As-tu déjà été infirmé? 3 fois en 4 ans. Une fois, je pense que la cour d'appel avait raison, j'avais mal appliqué une norme. 2 fois, je pense qu'ils avaient tort. Mais c'est ainsi que fonctionne le système. Personne n'est infaillible. Juliette a souri. Tu es si honnête à propos de tes limites. La plupart des gens n'admettraient pas qu'ils font des erreurs. La plupart des gens ne sont pas juges. Nous devons être honnêtes sur les limites de nos connaissances et de notre jugement. Le moment où vous commencez à penser que vous êtes infaillible est le moment où vous devenez dangereux. Après le déjeuner, Juliette m'a raccompagné au palais de justice. J'ai réfléchi, a-t-elle dit, à l'idée de t'organiser une fête. Une célébration de ta carrière, de tes accomplissements. Inviter tes collègues, tes amis de la faculté de droit, des gens qui comprennent vraiment ce que tu fais. Est-ce que ça te plairait? J'y ai pensé. Une fête pleine de gens qui me connaissaient, qui respectaient mon travail, qui n'avaient pas besoin d'explications ou de justifications pour mes choix. Ça me plairait, ai-je dit. Bien. Parce que tu mérites d'être célébré. Tu l'as toujours mérité. Je suis juste désolé que ça m'ait pris si longtemps à le réaliser. La fête a eu lieu en juin sur un toit-terrasse avec vue sur la ville. 50 invités, des juges, d'anciens assistants juridiques, des amis de la faculté de droit, des collègues de l'époque où j'étais au parquet. Le premier président de la cour d'appel était présent. 2 de mes mentors sont venus. Sandrine Moreau, l'avocate du plaignant dans l'affaire Technovision,
a apporté une excellente bouteille de vin et a dit à Juliette, « Votre sœur est l'un des plus brillants esprits juridiques que j'ai rencontrés. Vous devriez être très fière. » Juliette rayonnait. Je le suis. J'ai fait un court discours pour remercier tout le monde d'être venu, de m'avoir soutenu au fil des ans, de faire partie de mon parcours professionnel. Je n'ai pas mentionné les années où ma famille ne me comprenait pas. Je me suis concentré sur la gratitude envers ceux qui m'avaient vu clairement. Mais à la fin, j'ai ajouté, et je veux remercier ma sœur, Juliette, et son mari, Michel, d'être ici ce soir, d'avoir pris le temps d'en apprendre davantage sur mon travail, de m'avoir soutenu même quand ils ne comprenaient pas entièrement ce que je faisais. La famille, ce n'est pas seulement le sang. C'est être présent. Et ils sont présents maintenant. Cela signifie tout. Juliette pleurait à nouveau. Des larmes de joie cette fois. Plus tard, alors que la fête se terminait, Michel m'a prise à part. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je dois le redire. Je suis désolé de ne pas t'avoir vu, d'avoir méprisé ton travail, d'avoir contribué à t'exclure. Si je pouvais revenir en arrière et faire les choses différemment, tu ne peux pas, l'ai-je interrompu gentiment. Aucun de nous ne peut revenir en arrière. Nous ne pouvons qu'aller de l'avant et faire mieux. Alors je promets que je ferai mieux. Nous le ferons tous les deux. Je sais que vous le ferez. Il a hésité, puis a dit, puis-je vous demander quelque chose? L'affaire. Avez-vous déjà eu envie de statuer contre moi, pour me punir de la façon dont nous vous avons traité? J'ai pensé à mentir, à dire non, que je n'avais jamais ressenti cette tentation. Mais l'honnêteté était importante. Pendant environ 30 secondes, quand j'ai reçu l'attribution de l'affaire, j'ai pensé à quel point il serait satisfaisant de statuer contre vous sur chaque requête. De vous voir vous tortiller. J'ai souri légèrement. Et puis je me suis souvenu de mon serment, de ma responsabilité, du fait que la justice ne peut être personnelle. Et j'ai laissé tomber. Ça a dû être difficile. C'était la bonne chose à faire. C'est ce qui comptait. Il a hoché la tête lentement. Vous êtes une meilleure personne que moi. Je suis juste une personne qui a choisi une carrière qui exige de l'intégrité. Vous faites aussi un travail important, Michel. Diriger des entreprises, créer des emplois, innover. C'est juste un travail différent. Aucun n'est plus précieux que l'autre. Ils sont juste différents. Juliette a dit quelque chose de similaire l'autre jour, qu'elle avait passé des années à penser que la réussite en entreprise était la seule réussite qui comptait, qu'elle avait intériorisé l'idée que gagner de l'argent était plus important que de servir l'intérêt général. Qu'elle avait eu tort. Elle apprend, ai-je dit. Nous apprenons tous. 2 ans après l'affaire Technovision, j'ai été nommé à la Cour d'appel de Paris. La nomination était un immense honneur. Les conseillers à la Cour entendent les appels de tous les tribunaux judiciaires de la région, établissant une jurisprudence qui affecte des millions de personnes. Mon audition de confirmation a été intense. Les membres du Conseil supérieur de la magistrature m'ont interrogé sur ma philosophie judiciaire, mes décisions, mon approche du droit. Juliette était assise dans la galerie, observant chaque instant. Lorsqu'un membre a loué mon engagement envers l'équité et l'application réfléchie de la loi, je l'ai vu sourire de fierté. La confirmation a été approuvée. J'ai prêté serment par une matinée d'octobre fraîche au Palais de justice de Paris. Le premier président de la Cour de cassation a administré le serment. 200 personnes y ont assisté. Juliette et Michel étaient assis au premier rang, à côté de mes parents. Maman a pleuré, papa rayonnait, et Juliette m'a regardé avec quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, une compréhension sincère de qui j'étais et de ce que j'avais accompli. Lors de la réception qui a suivi, Juliette m'a présenté aux gens. Voici ma sœur, la juge Amélie Durand. Elle vient d'être nommée conseillère à la Cour d'appel de Paris. C'est l'une des plus jeunes magistrates d'appel du pays. Pas, ma sœur qui travaille dans la fonction publique. Pas de vague référence à une carrière juridique. Des déclarations de faits clairs et fiers. Ce soir-là, lors d'un petit dîner de famille, papa a levé son verre. À Amélie. Nous avons toujours su que tu étais spéciale. Mais je ne pense pas que nous ayons compris à quel point tu l'étais jusqu'à récemment. Tu as accompli quelque chose de remarquable. Tu as bâti une carrière basée sur l'intégrité, l'intelligence et l'équité. Nous sommes fiers de toi. Nous aurions dû te le dire plus souvent. Vous me le dites maintenant, ai-je dit.
C'est ce qui compte. Juliette s'est levée. Je veux dire quelque chose aussi. Amélie, j'ai passé des années à ne pas te voir. Non pas parce que tu étais invisible, mais parce que j'ai choisi de ne pas regarder. Ton succès me menaçait, ton intelligence m'intimidait, et j'étais trop peu sûr de moi pour reconnaître que ma petite sœur avait accompli plus que je ne le ferais jamais. Je suis désolé qu'il ait fallu un procès de 300 millions d'euros pour que je prête enfin attention, mais je suis reconnaissante que tu m'aies donné une seconde chance, que tu sois toujours ma sœur, même après tout. Je me suis levé et l'ai serré dans mes bras. Toujours, ai-je dit. Quoi qu'il arrive. Plus tard, en rentrant seul chez moi en voiture, j'ai pensé au parcours. De la sœur méprisée avec son poste dans la fonction publique à la magistrate respectée. De la présidence de l'affaire de mon beau-frère à ma nomination à la cour d'appel. De l'invisibilité familiale à la reconnaissance. Le succès professionnel était venu en premier. C'était sous mon contrôle, travailler dur, prendre de bonnes décisions, gagner le respect par la compétence et l'intégrité. La reconnaissance familiale avait pris plus de temps. Cela avait exigé qu'ils fassent le travail de me voir, et que je fasse le travail de les laisser faire. Les deux comptaient. Les deux étaient nécessaires. La justice, avais-je appris, n'était pas seulement ce qui se passait dans les salles d'audience. C'était ce qui se passait dans les familles lorsque les gens choisissaient enfin de se voir clairement. Lorsque les accomplissements étaient reconnus. Lorsque la valeur était reconnue. Lorsque l'amour était associé à la compréhension. J'étais juge depuis 8 ans. J'avais rendu des centaines de décisions. J'avais supervisé des dizaines de procès. Mes jugements avaient été confirmés, infirmés, j'avais été loué et critiqué. Mais la décision dont j'étais la plus fière n'émanait pas du siège. C'était la décision de donner une autre chance à ma famille. De croire que les gens pouvaient changer, pouvaient grandir, pouvaient apprendre à voir ce qu'ils avaient manqué. Cela exigeait une autre forme de justice, une justice qui équilibrait la responsabilité et la miséricorde, la vérité et la grâce, les limites et